Bonjour. L'Institut international de prospective accueille aujourd'hui Denis Lacroix. Denis Lacroix est chercheur à l'IFREMER. L'IFREMER, c'est l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer. C'est donc un homme habitué à la haute technologie, mais aussi aux questions d'innovation, puisqu'il est, il nous l'expliquera, chargé de tout le domaine prospective à l'IFREMER. Alors Denis Lacroix, qui êtes-vous? Première question. Et deuxième question, qui peut-être la précède, qu'est-ce que l'IFREMER? Est-ce que c'est un institut de recherche ou est-ce qu'il pratique une recherche que l'on appelle, je crois, finalisée? Eh bien, en fait, comme l'indique son acronyme, il a un objet qui est de développer les recherches pour une application de valorisation au sens large des ressources de l'océan. Et pour ça, évidemment, il faut mieux connaître ce milieu. Et en ce sens, c'est un institut qui a vocation à mettre en valeur tout ce qui a été découvert. Alors, j'appartiens à cet institut depuis maintenant une trentaine d'années. Et j'ai eu la chance, après ma formation d'agronome, de me spécialiser dans ce domaine-là, en sciences marines, et d'être amené à voyager dans pratiquement tous les océans pour mettre au point un certain nombre de systèmes, de dispositifs et surtout de connaissances au service du développement. Ma spécialité initiale, c'est l'aquaculture, principalement l'aquaculture tropicale au départ, et puis après j'ai été amené à faire de la coopération internationale et de m'intéresser à la prospective depuis une dizaine d'années. D'accord. Alors, la mer, qu'est-ce que c'est? La génération qui est la mienne, la mer, c'est le monde du silence de Cousteau. C'est-à-dire, on découvre à peine ce nouveau continent. C'est une surface, c'est une profondeur, c'est un sol. Comment est-ce que vous abordez ce monde extrêmement complexe? Alors, la mer, en fait, c'est un monde très mal connu. D'abord parce qu'il est difficile d'accès. Il couvre, les océans couvrent à peu près les 2/3 de la surface de la Terre. C'est pour ça qu'on peut dire que la Terre est la planète bleue. Mais en même temps, on a l'image d'une surface. Parce que la mer, évidemment, c'est surtout quelque chose qu'on voit quand on est en avion ou au bord de la mer. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la profondeur moyenne de l'océan, c'est environ 3,5 km, 3500 mètres. Ce qui est déjà une montagne sympathique. Et deuxième élément qui est difficile à percevoir, c'est qu'au-delà de 200-300 mètres, il n'y a plus aucune lumière qui pénètre. Donc c'est vraiment si c'est pas le monde du silence, déjà, c'est le monde de l'obscurité absolue. Et enfin, c'est un milieu qui bouge. C'est quelque chose d'assez difficile d'imaginer. En réalité, la mer, ce n'est pas quelque chose de statique, comme l'eau dans une baignoire. C'est comme l'atmosphère, mais sous la mer, donc ça bouge sans arrêt. Alors comment est-ce que vous faites le lien entre les innombrables découvertes récentes, d'époque très, très moderne, et la valorisation? Alors en fait, je dirais que c'est un va-et-vient permanent. C'est-à-dire qu'on découvre beaucoup de choses, dont beaucoup de choses imprévues, et on n'a pas toujours une application derrière, loin de là. Mais déjà, la connaissance en elle-même est une forme de valorisation remarquable, puisque la mer joue un rôle capital, je dirais, dans plusieurs phénomènes, notamment dans la régulation du climat, puisque on sait que finalement le radiateur de la Terre, c'est la mer. Donc voilà un domaine d'application au plan très général. Et également, on y découvre beaucoup de choses, puisqu'on connaît très mal le fond des océans. On connaît mieux la Lune et Mars même que le fond des océans, pour lequel on a une connaissance correcte pour à peu près 5% de la surface des eaux internationales, pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc ce n'est pas étonnant si on trouve presque chaque fois qu'on plonge des choses nouvelles. Alors on a parfois l'impression que la mer est davantage présentée comme une source d'inquiétude par la pollution, le continent plastique, dont on entend parler régulièrement, que par la source d'apport qu'elle pourra amener dans le monde futur, par l'aide des technologies ou tout ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'on peut considérer que la mer sera ou est déjà une source d'innovation technologique dont l'humanité pourra bénéficier? Ou est-ce que c'est uniquement, par la fonte des calottes glaciaires, une source d'inquiétude qui encaisse les erreurs commises par la même humanité? Alors on peut dire que c'est les deux, heureusement. Et c'est une réponse qui n'est pas une figure de style, parce que quand on étudie ce milieu, et maintenant depuis, on pourrait dire que l'océanographie moderne, elle a un siècle et demi, mais aujourd'hui on a à disposition des outils puissants et performants pour aller l'étudier, que ce soit des sous-marins autonomes, des sous-marins habités, des navires océanographiques ou même des satellites ou des bouées automatiques. Donc on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour la découvrir. Et on s'aperçoit qu'à la fois elle recèle des richesses remarquables, et en même temps, elle est la poubelle de notre activité, puisqu'il y a pratiquement tous les résidus de l'activité humaine qui se retrouvent à la mer.
Donc bien sûr, on a cité le plastique, mais on pourrait citer pratiquement tout ce que l'industrie, les hommes consomment et utilisent, se retrouve à la mer. Alors dans des proportions qui étaient négligeables au début et qui maintenant deviennent alarmantes pour certains composants, notamment depuis pratiquement un demi-siècle, des composés, des radionucléides par exemple, et leur devenir donc sont maintenant à étudier. Ceci dit, moi je serais plutôt optimiste en disant que la mer reste un formidable réservoir de découvertes positives pour l'homme, que ce soit au fond des océans, dans la colonne d'eau ou en surface, en termes de ressources minérales ou en termes de ressources vivantes. Alors comment est-ce que vous passez, l'Ifremer, de la découverte à l'innovation porteuse de changement? Je prends un exemple. Vous nous parliez tout à l'heure, hors micro, de tout ce qu'on peut retirer des énergies, des courants, etc. Comment est-ce qu'on passe de ce que découvre le chercheur à une entreprise, un projet, une entreprise qui vont créer les outils, etc. Est-ce que vous, l'Ifremer, vous accompagnez le projet ou est-ce que vous dites, on le confie à notre écosystème, pour garder l'expression qu'on aime beaucoup à l'Institut? Quel est le lien entre vos travaux et ce que verront nos enfants? Alors, il faut d'abord rappeler que l'Ifremer, c'est un institut de taille moyenne. C'est environ 1500 personnes, un budget global de 300 millions d'euros. Donc, vous voyez, ça reste quelque chose de tout à fait moyen à l'échelle des enjeux énormes que représente la mer. Donc, on ne peut pas accompagner très loin la recherche et le développement jusqu'à un stade d'application. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une bonne interface avec le monde industriel, le monde des entreprises, pour mettre au point, développer ce qui a été découvert. Par exemple, dans le cas des énergies marines que vous avez citées, on connaît un certain nombre de sources d'énergie. Comment est-ce qu'on choisit les technologies les plus appropriées pour pouvoir développer ce secteur-là, évidemment pour la France d'abord, pour l'Europe, et puis à terme dans le monde. Alors là, on est obligé de mener des recherches, je dirais, plutôt pointues, d'amont, pour pouvoir mettre au point les technologies. Et quand elles apparaissent prometteuses, à ce moment-là, on monte des groupements d'intérêt économique, par exemple, ou des sociétés d'économie mixte, ou du partenariat, ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé, pour mettre au point les applications, parce que ça sort du champ de la recherche de l'Ifremer. Et est-ce que dans ce domaine, je vois la jointure entre la recherche et puis la réalisation, est-ce que vous avez des exemples de surprises, d'imprévus, ou est-ce que vous êtes dans des sciences dures et que finalement ça avance de manière assez logique? Eh bien, je ne dirais pas qu'on va de surprise en surprise, c'est un peu excessif, mais il y a en permanence de l'imprévu. Je vais donner deux exemples très simples. On pensait que, par exemple, en termes de biodiversité bactérienne, au fond des océans, compte tenu du fait qu'on a des grandes plaines abyssales assez homogènes, assez monotones, des sortes de déserts de sable, eh bien, on aurait une variété des espèces bactériennes assez homogènes. Ces bactéries, elles digèrent la pluie de matière organique qui tombe de la surface, et donc on se dit, finalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on devrait avoir des populations homogènes. Ça a été une des grandes surprises de s'apercevoir que ces communautés, elles étaient très variées. Quelquefois, à l'échelle de 100 km, on n'avait pas du tout les mêmes espèces. Et que cette extraordinaire variété, d'ailleurs, elle est une source aussi de technologie potentielle pour transformer la matière organique dans des conditions assez remarquables. Puisqu'il n'y a pas de lumière, je rappelle, on est sous des pressions très élevées. Et donc, cette population était une surprise, cette variété était une surprise. Autre exemple, là, on est dans le domaine du vivant, là, je prends le domaine des ressources minérales. On a découvert, par exemple, des sorties d'hydrogène pur autour des failles qu'on trouve au fond de l'océan, alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas de conditions favorables pour casser la molécule d'eau, H2O, et la séparer d'une part en oxygène d'un côté et en hydrogène gazeux quasiment de l'autre. Et en fait, il n'est pas gazeux, il est liquide puisqu'il est sous des pressions exceptionnelles. Et donc, ce n'était pas du tout prévu, c'était une grosse surprise. Et là, je donne des exemples récents, mais les fonds des océans a révélé toute une série de surprises, à commencer par ces grandes chaînes qui ont permis de découvrir et de confirmer la tectonique des plaques, par exemple. Alors, la mer est connue de tous, grâce au ciel, comme un milieu fragile. Et je crois savoir qu'on commence maintenant à exploiter les richesses minérales de la mer. Est-ce que, si vous me confirmez, si un État a commencé à extraire des minerais, est-ce que tout ça est encadré par des règles internationales ou par la simple prudence scientifique, ou est-ce que, tout doucement, on est en train de, à droite, par employer ce mot-là, d'un côté, prêcher la grande attention à la mer, et puis de l'autre côté, un début de surexploitation?
comme on a pu le faire pour les poissons. Je vois. En fait, c'est une tension entre les deux. Effectivement, donc on a commencé récemment. La première mine sous-marine d'extraction de minerais existe. Elle se trouve donc dans le Pacifique sud-ouest. Il y a déjà donc des besoins de faire attention aux impacts sur l'environnement qu'on connaît très mal, puisque autant on sait assez bien modéliser ce qui se passe dans l'atmosphère ou sur la Terre, sous la mer, c'est plus compliqué. Donc on a besoin de ce côté-là d'avoir des connaissances nouvelles et de préciser quelle est l'évolution de ces écosystèmes sous un impact d'exploitation. Ça, c'est une première chose. Les règles d'encadrement dans les eaux territoriales des États, ce qu'on appelle les ZEE, les zones économiques exclusives, ce sont les règles de l'état de droit qui s'appliquent. C'est plus compliqué pour la haute mer, parce que la haute mer, elle est sous l'autorité des Nations Unies et d'une autorité particulière dédiée à ça, qui s'appelle l'Autorité internationale pour le fond de la mer, et qui a édicté des règles pour toutes les entreprises ou les États ou les conglomérats qui souhaiteraient exploiter telle ou telle partie de l'océan. Alors évidemment, c'est très compliqué parce qu'il y a des États qui ont accès à la mer et des États qui n'ont pas accès à la mer. Donc on souhaiterait une répartition un peu de la richesse produite. Et également, c'est très complexe de savoir quelles règles il faut édicter puisque l'exploitation n'a pas commencé. Donc il y a grosso modo, pour faire simple, 3 grands types de gisements intéressants. Les nodules polymétalliques, ces espèces de patates au fond de l'océan, qui sont connus puisqu'on les a découverts dans les années 70. Mais il y a également 2 formes intéressantes de mines, c'est-à-dire les sulfures hydrothermaux, c'est-à-dire ces espèces de cheminées construites par le dégazage au fond des océans, qu'ont construit des conglomérats de concentrés de minerais très intéressants, mais qui sont également riches de vie, parce qu'on a là de la chaleur et des sulfures, donc on a construit une vie et toute une chimiosynthèse à partir du soufre. Et puis enfin des encroûtements cobaltifères, parce qu'ils sont surtout dominés par le cobalt, qui peuvent recouvrir des kilomètres carrés d'une espèce de cuirasse, et qui n'existent pratiquement pas dans les sols terrestres, et donc sont également très intéressants. Donc comment est-ce qu'on doit gérer ces richesses potentielles? C'est tout un enjeu de discussion qui là se passe au niveau diplomatique. Voilà, et qui impose de prévoir. Prévoir, c'est faire un peu de prospective. Et ça sera l'objet d'un deuxième entretien qui suivra celui-ci dans les minutes qui sont devant nous. Merci pour ce premier éclairage sur l'Ifremer et sur le vaste domaine d'innovation qui est le vôtre. Merci Denis Lacroix. Merci.